Bonsoir, nous sommes de nouveau sur 26 minutes pour comprendre et nous l'avons déjà reçu sur le plateau. Il s'agissait de 26 minutes pour convaincre. Là, nous le recevons de nouveau et c'est obligatoire. J'ai envie de dire c'est obligatoire. Un fin pédagogue, on en apprend beaucoup avec lui, notamment sur Facebook. Donc, nous recevons Geoffroy Fumola. Geoffroy, comment tu vas? Super bien, Olivier, super bien. Et je vais tirer Franco. La transition, c'est fini ou c'est pas fini? La transition, on va dire qu'elle est terminée. Ok. Officiellement, elle est terminée parce que ce sont les résultats des élections qui, en réalité, mettent fin à la transition. Maintenant, on va dire qu'elle se boucle définitivement par la mise en place simplement des institutions. Aujourd'hui, nous avons la première institution qui est effective depuis le 12 avril. Donc, c'est l'institution exécutive. Nous avons l'Assemblée nationale et le Sénat qui également sont rentrés dans le jeu renouvelé. Et comme vous le savez, il nous reste le Conseil économique et social, environnemental et culturel et la Cour constitutionnelle. Mais vous savez aussi que la Cour constitutionnelle, elle est mise en place par les trois pouvoirs. D'autant plus que c'est le président de la République qui propose un nombre de juges. Le Conseil supérieur de la magistrature propose un nombre de juges. L'Assemblée nationale et le Sénat proposent un nombre de juges pour un total de 9. Donc, je pense que ce sont les propositions aujourd'hui du président, de l'Assemblée et du Sénat qui manquent, d'autant plus que vous avez suivi l'actualité. Le Conseil supérieur de la magistrature a tenu une session extraordinaire pour désigner 2 juges. Ok. Donc, mais la transition politique, est-ce qu'elle est réelle? La transition politique, je dirais qu'elle est réelle. Elle est réelle parce que les institutions électives l'ont été par le choix des populations. Peu importe le format. D'aucuns ont été élus dans les règles de l'art. D'autres l'ont été soit en transportant des électeurs ou en payant des voix. Mais tout ce jeu-là, c'est avec l'approbation des populations qui, pour certaines, ont accepté de se faire transporter. D'autres ont accepté de recevoir un 2000 ou un 3000 francs en échange de leur voix. Donc, on ne peut pas dire aujourd'hui indexer les organes de la transition en disant que la transition politique n'est pas effective. Moi, je le dis, elle est effective selon la volonté exprimée par les populations gabonaises, soit de façon objective, soit en se corrompant simplement, mais elle est là, elle est effective. Et justement, je crois qu'on a fait 2 ans de transition. Quels sont selon toi les moments forts à retenir ou les moments forts qui t'ont véritablement marqué tout au long du processus? Les principaux moments forts pour moi, je peux surtout les orienter sous le prisme du travail législatif. Vous savez, la particularité du Parlement de la transition est que ce Parlement a été composé on va dire quasiment de toutes les couches. On avait des militaires, on avait des acteurs de la société civile, on avait des politiques, on avait des techniciens. Et je pense que c'est la première fois au Gabon qu'un Parlement était aussi diversifié en matière de coloration. Et on a pu voir ce qui est sorti de ce Parlement. Tout n'était pas parfait, mais je pense quand même qu'il y avait une certaine contradiction, il y avait un certain débat porté notamment par les acteurs de la société civile que nous étions, même si nous étions en minorité, mais on a quand même senti qu'il y avait un Parlement qui était en activité. Ça, c'est un des moments forts. La transition, le plus grand des moments, je pense, c'est la prestation de serment du président de la transition, qui, à travers cette prestation, marquait effectivement la rupture avec le système déchu et l'entrée, effectivement, dans une phase qui nous permettrait de préparer le nouveau format de nos institutions. Et s'il fallait que je retienne un autre moment fort, c'est celui lié à l'adoption de notre Constitution. Je pense que beaucoup de Gabonais ne se sont pas encore appropriés cette Constitution qui consacre quand même, pour la première fois, un bon nombre d'innovations. Les Gabonais de la diaspora y sont. Depuis des décennies, depuis que le Gabon est Gabon,
on n'avait jamais pensé à inscrire, ne fût-ce un poste pour les Gabonais de la diaspora. Ils sont dans le Conseil économique et social à travers cette constitution. Ils sont dorénavant au Parlement à travers l'Assemblée nationale, à la faveur de cette constitution. La société civile, son rôle est renforcé dans cette constitution pour la première fois. L'article 7 qui permet aux acteurs de la société civile dorénavant d'être des candidats à des élections et autres. Je pense que c'est pour moi les principaux moments forts de cette transition. Mais je ne saurais me limiter uniquement aux moments forts sans pour autant quand même relever certaines faiblesses. Je pense qu'on a pu arriver à une transition politique, je veux dire réussie, à travers le renouvellement de toutes ces institutions, mais nous n'avons pas pu atteindre une transition qui est la plus importante. C'est celle des mentalités. Vraiment, c'est la plus grosse déception parce que la transition des mentalités devait se matérialiser à travers justement les élections. Quand vous sortez d'une élection où en 2023, vous avez près de 90% de la population qui indexait ceux du PDG, et que lors des élections, c'est cette même population en échange de quelque chose de façon objective qui ramène près de 90% des personnes qu'elle indexait autrefois, vous dites qu'il y en a un véritable problème. Et au sortir de cette élection, vous voyez encore cette même population se plaindre. Oui, les choses n'ont pas changé, ainsi de suite, mais simplement parce qu'elles font un déni. Elles n'arrivent pas à admettre qu'elles ont refusé justement de faire une transition de mentalité. Et on pourra entreprendre toutes les grandes réformes, Olivier. Mais tant que le Gabonais refusera de faire cette transition de mentalité, tant qu'il refusera de restaurer lui-même d'abord sa dignité, je vous assure, avec les spectateurs qui nous suivent, téléspectateurs qui nous suivent, on ne pourra pas aboutir à quelque chose de grand. Et même si vous étiez chef d'État, avec une population qui a cette mentalité, vous aurez toutes les difficultés du monde à gouverner parce que vous allez toujours être dans un cycle où il faut essayer de contenter, puisque c'est devenu comme une forme d'habitude dans cette vie. Exactement. Juste, moi, j'aimerais revenir avec toi sur la nouvelle constitution. Surtout, vraiment, ton côté pédagogue, que tu nous relèves 2 ou 3 points qui diffèrent. C'est vrai que tu as parlé de l'arrivée des Gabonais de la diaspora au niveau du Parlement et du CSE et autres. Mais j'aimerais, en dehors de ces points, que tu nous partages 3-5 points pour nous montrer la différence entre l'ancienne constitution et celle qui existe aujourd'hui. D'accord, on va essayer de le faire de façon illustrée. Ok. Prenons un cas, par exemple, le chômage. Comment est-ce que cette nouvelle constitution, en quoi elle diffère de la précédente sur la question, par exemple, du chômage? Cette nouvelle constitution consacre dorénavant le travail comme étant un droit, ce qui n'était pas clairement défini dans la précédente constitution. Mais bien au-delà, elle consacre l'entrepreneuriat. C'est la première fois que le mot entrepreneuriat est mentionné dans une constitution du Gabon. Ça veut dire ce que ça veut dire. Au-delà, la Constitution consacre les collectivités, donc la décentralisation. Donc tu vas me dire, mais oui, bon, mais comment ça se matérialise? Je prends un cas simple. Avant, dans les précédentes constitutions, Olivier, tout ce qui était prélevé comme richesse naturelle, tout ce qui était prélevé comme taxes, tout ça, était géré par un seul acteur, l'exécutif. C'est lui qui décidait. C'est-à-dire c'est l'exécutif qui disait aujourd'hui, moi j'enlève 20 francs pour donner aux collectivités locales. Parce qu'en fait, la collectivité locale, la décentralisation, n'était pas encore actée. Donc l'exécutif gérait tout. Quelle est la différence avec la nouvelle constitution qui consacre la décentralisation? Vous avez suivi la campagne du président. Le président disait lors de sa campagne qu'il fallait prélever 5%, par exemple, sur toutes nos richesses et autres pour affecter à la décentralisation. Comment ça se matérialise? Avant, par exemple, dans l'ancienne constitution, si je prends le cas de la loi de finances, on va dire 100% des ressources gérées par le budget général. Logiquement, dans l'esprit de la nouvelle constitution, s'il faut que le budget colle à cette constitution, on doit clairement définir dans cette nouvelle loi de finances, par exemple, 95%
des ressources qui partent dans le budget général, 5% des ressources qui partent dans les collectivités locales. Moi, je fais ce petit calcul, ça peut tourner autour de 300 milliards pour les collectivités locales qui, autrefois, ne bénéficiaient peut-être que d'une vingtaine, d'une trentaine, d'une quarantaine de milliards. L'article 94 de cette Constitution consacre ce qu'on appelle la fonction publique locale. Voyez-vous, aujourd'hui, la plupart des fonctionnaires, sinon tous les fonctionnaires du Gabon, appartiennent à la fonction publique générale. Qu'est-ce que c'est la fonction publique locale? C'est le fait que vous, par exemple, Olivier, vous avez suivi une formation, mais vous pouvez repartir dans votre village et être fonctionnaire local. Vous n'avez plus donc forcément besoin de remonter à Libreville, de poser le dossier au ministère de la fonction publique pour être dans la fonction publique générale. Vous êtes fonctionnaire municipal, donc local, de votre circonscription. Vous travaillez là en tant que fonctionnaire, au même titre que les fonctionnaires de la fonction publique générale, avec un régime qui est bien spécifique. Vous allez me dire, mais tout ça, comment c'est financé? Moi, me paye comment mes avantages? C'est justement ça le sens de la décentralisation. Si on prélève 5% de nos ressources, sans oublier que derrière, en prélevant 5% de nos ressources, on permet aux collectivités locales de disposer d'un bon nombre de ressources, d'avoir des liquidités. Et comme la mairie a cette activité, la collectivité locale a normalement pour mission de développer le tissu économique local, l'argent prélevé sur les ressources et affecté aux collectivités locales, ces collectivités locales peuvent l'utiliser pour lever des fonds encore un peu plus importants. Donc, ce qui est à dire qu'avec ce budget, les questions, par exemple, de réfection des écoles, une toiture qui a sauté, on n'a plus besoin d'attendre le député ou bien le membre du gouvernement. La collectivité locale peut prendre cela en charge au nom de la décentralisation parce qu'elle dispose dorénavant d'un mécanisme de financement approprié. Et vous, qui êtes architecte, vous avez suivi vos études, fonctionnaire local, vous pouvez définir un plan d'urbanisation même de votre ville. Et la même Constitution, par exemple, consacre ce qu'on appelle le référendum d'initiative locale. Ce qui est à dire un peu comme on a fait le référendum pour la Constitution, mais là, c'est au niveau local, où vous, les populations, pouvez décider et vous votez pour les projets que vous estimez être prioritaires. Donc là, je ne vous situe que sur certains aspects de cette Constitution qui constituent en fait une innovation. Mais je suis sûr et certain qu'en le disant devant vous, vous êtes en train de réaliser certaines choses sûrement que vous n'avez pas perçues derrière la Constitution, mais parce que malheureusement, on ne fait pas suffisamment de pédagogie pour amener à comprendre quel est l'intérêt, quelle est l'innovation de cette Constitution. Et je chute. En disposant de leur budget, par exemple, la Constitution consacre, par exemple, dans son préambule, le fait que le citoyen a dorénavant exerce cette pleine souveraineté sur les richesses du sol et du sous-sol, et du numérique également. Ce qui veut dire simplement que vous, par exemple, Olivier, dans votre village, dans les anciennes constitutions, si on venait trouver du pétrole dans votre village, sur votre terrain, vous connaissez l'expression, la terre appartient à l'État. L'État vient, on vous enlève et puis on exploite. Mais dans l'esprit où c'est le peuple qui exerce la souveraineté, l'État ne peut plus le faire. L'État doit venir échanger avec vous, trouver un mécanisme pour que vous en soyez aussi bénéficiaire. L'idée derrière, c'est de faire en sorte qu'on se retrouve un peu comme au Nigeria, comme au Ghana, ou dans des villages, on suit tous les documentaires, les films. Exactement. On a des milliardaires qui ont des puits de pétrole dans leur village. Ça n'empêche pas l'État de prélever, mais les populations sont directement bénéficiaires. Ça, c'est l'esprit de cette Constitution. Mais je pense que beaucoup ne se sont pas encore appropriés cette Constitution. Je pense même qu'au sommet, les gens n'ont pas encore compris, parce que quand on voyait comment les choses fonctionnent, on parle de la nouvelle Constitution, mais on a encore l'esprit de l'ancienne. Donc voilà un peu. Il y a tellement de choses à dire sur cette nouvelle Constitution, mais voilà quelques aspects pratiques que l'on peut tirer de cette Constitution. OK. Mais au Gabon, on sait, hein, on a d'innombrables projets, nouvelles constitutions, anciennes constitutions. Moi, je veux revenir sur les 5% pour les collectivités locales. 5% pour toutes les collectivités locales du Gabon. Oui. Maintenant, j'aimerais savoir, cette manne, elle est gardée par qui? Je vais vraiment parler terre à terre. Pour que tout le monde puisse comprendre.
elle est gardée par qui? Lorsque l'on sait qu'au Gabon, le problème n'a jamais été les projets. Le problème a toujours été l'argent de ces projets-là. Exact. On attribue énormément d'argent sur des projets, mais au final, des éléphants blancs, on ne sait pas où l'argent est parti. Maintenant, ces 5%-là, quelle garantie, j'ai envie de dire en tant que profane, cette nouvelle constitution-là nous donne, dans le sens où on sait que les 5% seront attribués aux collectivités locales? Est-ce qu'il y a un organe, un outil qui nous permet, nous, en tant que citoyens, de nous assurer de la bonne utilisation de ces fonds-là? C'est pourquoi je disais que je pense que même en haut, on n'a pas encore compris, on ne s'est pas approprié l'esprit de la Constitution. Vous savez qu'on a eu à voter la loi de finances. Exactement. Moi, singulièrement, je fais partie des 3 députés de la transition ayant voté contre. Parce que dans cette loi de finances, ce n'est pas clairement défini. La loi de finances 2026, je suis au regret de vous le dire, mais pour moi, elle n'a pas été rédigée dans l'esprit de la nouvelle Constitution. Elle a été rédigée toujours dans l'esprit des anciennes Constitutions. Les rédacteurs, apparemment, n'ont pas encore compris la réforme sur la loi de finances pour réellement affirmer l'activité, sinon le fonctionnement des collectivités locales. Donc, il faut qu'on pense au modèle. Le modèle peut être lequel? Les 5% qui sont prélevés, ce que j'encourage, ce que je félicite dedans, c'est qu'on a une inscription appelée Fonds de péréquation des collectivités locales. Okay. Et la péréquation est consacrée dans la Constitution. Donc, logiquement, dans la loi de finances, il y a un tableau que j'aime bien, c'est celui sur lequel je m'appuie pour analyser la loi de finances. C'est le tableau de répartition des ressources en pourcentage. C'est-à-dire, vous savez que le pourcentage, on a tout ce qui est fiscalité, on a tout ce qui est participation. Par exemple, si on a 1000 milliards de revenus en matière de fiscalité pétrolière, on va dire 95%, c'est 950 milliards partent dans le budget de l'État, donc dans la ligne budget général, et 5% correspondant aux 50 milliards restants doivent être dans le fonds de péréquation. Okay. Ce qui fait que ce fonds de péréquation, à travers ces prélèvements, 5% et autres, on peut se retrouver avec peut-être 300 et quelques milliards. Maintenant, cette manne-là doit être repartie de façon équitable entre toutes les collectivités. C'est-à-dire que le fonds de péréquation, on doit normalement à côté avoir des comptes ouverts pour chacune des collectivités où on éjecte ces ressources-là. Et vous savez que la collectivité, c'est comme une forme de petit gouvernement dans la circonscription. Justement, j'allais venir. La collectivité, là, qui est garant de chaque collectivité? Là, c'est vraiment pour que tout le monde comprenne. Parce que, et comme tu dis, c'est un mini-gouvernement. Qui est garant? Mais qui est garant de chaque collectivité? La responsabilité des conseillers qui ont été élus. Et c'est la population également qui est en réalité garante de cette collectivité, d'autant plus que la population est invitée à exercer son droit tous les 5 ans. Exactement. Mais ce qui est bien également dedans, c'est qu'on a, comme on l'a dit tout à l'heure, on a le référendum d'initiative populaire, où la population peut inviter la collectivité, ceux qui gèrent la collectivité, à présenter aux populations une fourchette de projets pour lesquels les populations auront à voter. Et ces projets-là deviennent les priorités des collectivités. Mais il faut qu'on arrive d'abord à s'assurer, à faire en sorte que ces collectivités-là puissent accéder à ce financement. Il ne faut plus qu'on soit dans le même modèle où on se retrouve à Moulengi-Binza. On dit par exemple que là, on a de façon équitable 50 millions par mois pour Moulengi-Binza. Et qu'ils ne perçoivent rien parce que le ministre du budget ici a dit là-bas, ce n'est pas la priorité. Non. Il faut qu'on affirme la décentralisation. Il ne suffit pas juste de l'inscrire dans la Constitution. Exactement. Il faut la matérialiser. Et c'est, je pense, des réflexions que l'on doit davantage intensifier, tant au niveau du Sénat qui est en charge des collectivités, que, par exemple, du Conseil économique, social et environnemental pour donner force à la décentralisation. Justement, on parlait de la décentralisation, mais il y a la taxe forfaitaire sur l'habitation qui a également fait couler beaucoup d'encre. Et je sais que toi, tu as voté contre. Et moi, j'ai envie de dire, le problème des Gabonais, à mon avis, ce n'est pas la taxe. Et ça revient toujours aux 5% de la collectivité locale. C'est l'utilisation de ces fonds.
Moi, j'aimerais ton point de vue de l'intérieur. Je ne sais pas si on parle de secret professionnel à l'Assemblée nationale, sachant que c'est pour le vous êtes des peuple. représentants exactement du peuple. Mais qu'est-ce qui, selon toi, peut pousser nos autorités à braver la colère populaire, même si d'aucuns disent que la taxe faisait partie du projet de société du président actuel? Je pense que c'est un problème de communication. Mhm. La taxe a été très mal présentée aux populations. Mhm. Moi, quand je vote contre, c'est pas tant la taxe. Je vote pas contre la taxe en tant que telle. Mais je vote contre le fait qu'on utilise une taxe. Il n'y a pas de lisibilité sur son usage. Le contre, il est dans ce sens. Pas que la taxe n'ait pas lieu d'être. Oui, dans tous les pays du monde, on a des taxes liées à l'habitat. Ça, c'est un. Deuxièmement, il ne faut pas qu'on ait une multiplicité de taxes sur le même objet. Exactement. Vous voyez, on a par exemple la CFU, contribution foncière unique sur le bâti et le non-bâti. On a encore la contribution à l'amélioration du cadre de vie qui touche un peu cet aspect. Nous avons la taxe forfaitaire d'habitation qu'on ramène. Nous avons la TSIL, la taxe spéciale immobilière sur les loyers, 15% prélevés sur tous les loyers, supérieur ou égal à 200 000 francs. Vous voyez que pour le même objet, bâti et non bâti, on a une multiplicité. Donc il faut qu'on arrive à réduire tout ça pour que ça ne pèse pas sur le citoyen, pour que la TFH ait tout son sens. En réalité, et même jusqu'à présent, on insiste avec cette mauvaise communication. On présente la TFH comme étant la taxe qui va résoudre tous les problèmes de développement des collectivités. Mais c'est faux. Mais attends, excuse-moi, Jean-François. C'est une contribution parmi tant d'autres pour aider à résoudre les problèmes de collectivité. Si je comprends bien, peut-être que je me trompe. On parle d'abord de 5%. 5%, ça part. C'est Ça sur les part. richesses naturelles, ainsi de À suite. destination des collectivités locales. Exact. Mais la TFH, encore à destination des mêmes collectivités. Exact. En fait, la TFH, la taxe forfaitaire d'habitation, est un complément sur déjà les ressources qui sont prélevées sur le budget de l'État. Pareil pour la CFU. Pareil pour la TSIL, ainsi de suite. Donc, c'est un complément. C'est l'effort du citoyen. Mais derrière, en fait, cet effort du citoyen, qui n'est pas qu'un effort, mais derrière également, c'est pour engager la responsabilité du citoyen. Moi, je l'ai dit quand je suis descendu dans les AKB. Si moi, je paye ma TFH, mais je sais que si dans l'école de mon quartier, il n'y a pas de peinture en début d'année ou bien c'est dans l'herbe, mais je n'irai pas me plaindre au ministère de l'Éducation nationale. Parce que ce que j'ai payé est destiné aux collectivités locales. Il faut que j'aille me plaindre au niveau de la mairie pour que la mairie puisse justement résoudre ce problème-là. Donc, à travers cette contribution, ça nous amène également, nous, citoyens, à changer de mentalité. Parce que vous voyez, tout ce qui se passe, oui, c'est le ministère, c'est le président, c'est la primature. Mais on ne va jamais questionner le rôle des personnes pour lesquelles nous votons, notamment celles des collectivités locales. Exactement. Or, la TFH, pour moi, vise à développer cette culture fiscale chez le citoyen, permet de responsabiliser ce citoyen en se disant, moi, ce qu'on me prélève, il faut que la mairie me dise chaque fin du mois ce qui va être fait avec. Parce que moi, j'ai fait une petite estimation. Ce qui est prélevé peut permettre en moyenne à toutes les collectivités locales de disposer chaque fin du mois, rien que sur la TFH, de moins 10 millions. Ouais, mais vous voyez une commune qui est Moulengi Binza, j'en parle parce que c'est très reculé. Ils n'ont peut-être même pas 1 million d'investissements par mois. Ils se retrouvent avec 10 millions d'investissements par mois. Ça fait 120 millions sur l'année. Mais ils n'auront plus de soucis en tant que tel à résoudre les problèmes. Non, mais il manque une porte au niveau du dispensaire. Ils n'ont plus attendre l'État. Oh oui, mais la tôle a sauté, peut-être quelquefois c'est pour des dépenses de 500 000 ou bien d'1 million. C'est ça en fait. Il n'y a plus de table banc, ils peuvent faire des choses avec. C'est ça l'objet des textes comme la TFH. Là, vous voyez, je vous parle de 10 millions minimum sur la TFH. Mais quand on rajoute les autres contributions, les 5%, la CFU et autres, ça leur permet d'avoir environ pratiquement 100 millions par mois. Est-ce que vous imaginez ce que ça fait pour une collectivité locale qui ne recevait même pas 1 million en matière d'investissement? C'est ce qu'il faut expliquer aux compatriotes. Malheureusement, c'est présenté comme étant une réforme où le gouvernement doit démontrer que c'est moi qui suis le plus fort. Non, il faut faire comprendre aux Gabonais quel est l'intérêt de cette taxe. Et je vous dis, la taxe, elle n'est pas mauvaise. Si le Gabonais sait réellement
que la collectivité locale de sa circonscription en bénéficie, ben, il sera plus facile pour lui d'aller vérifier auprès de cette collectivité quel est l'usage qui est fait de cette taxe-là. Sans être emprisonné, bien sûr, on l'espère. Oui, non, mais là, ce sera maintenant son rôle. Maintenant, la seule personne qui pourra envoyer à la prison, c'est le maire ou bien le président du conseil départemental, en sachant que dans 5 ans, il y a les élections. Exactement. Il faudra qu'il vienne justement expliquer aux populations pourquoi avoir envoyé en prison un concitoyen qui ne demandait qu'à savoir qu'est-ce qui était fait avec son argent. Merci beaucoup, Geoffroy, pour être passé chez nous. C'est toujours un plaisir de bénéficier de ton côté pédagogue. Et merci encore et à la prochaine. Merci, c'est moi qui vous remercie. Vous étiez sur 26 minutes pour comprendre. À très bientôt.